Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, je suis Emmanuel Bourgeois, donc je travaille ici à l'université Gustave Eiffel et je travaille sur le développement et la maintenance du logiciel César. Donc j'ai un point de vue un peu particulier qui est de savoir comment le calcul est fait, comment l'outil tourne. Et c'est un des intérêts, je pense, du document qu'on présente aujourd'hui, c'est qu'on a cherché justement à combiner les points de vue de différents acteurs, des utilisateurs, des gens qui contrôlent des calculs. Et ce qu'on présente, c'est un peu un consensus. Et le fait qu'on ait réussi à se mettre d'accord, c'est déjà pas mal. C'est en soi un résultat intéressant. Donc le contenu du guide, donc on peut trouver qu'il n'est pas assez large si on veut, mais au moins on est à peu près tous d'accord sur ce qu'il y a dedans. C'est déjà ça. Le guide commence par un chapitre assez bref qui parle de la construction du modèle. Donc c'est des choses assez générales et assez simples, mais on aura l'occasion de faire des choses compliquées dans les chapitres qui suivent. Voilà, je vais faire quelques mots d'introduction et puis évoquer les points suivants. Alors des choses qui paraissent un peu évidentes, mais il faut se mettre d'accord sur le type d'analyse qu'on veut conduire. On va faire des hypothèses de nature géométrique. Un point sur lequel on peut éventuellement faire des choses compliquées, c'est l'état initial des contraintes. On insiste un petit peu sur les aspects pris en compte du phasage de construction. Et puis un autre point qui est développé dans la suite, dans un chapitre spécifique, qui est la modélisation des structures. Alors bon, le point de vue, c'est ça, c'est qu'un modèle, c'est une schématisation de la réalité. Alors c'est forcément très simplificateur. Et donc au départ, il faut avoir une idée de ce qu'on veut lui faire dire au modèle. Ce qu'on veut calculer, on a en tête de calculer quelque chose de précis. Et c'est nécessaire en fait pour pouvoir construire son modèle, d'avoir les idées claires là-dessus. Et puis en fonction de ces intentions, on va être amené à faire un ensemble de choix pour construire son modèle. Et alors certains en fait sont presque implicites, où le logiciel vous force la main, enfin le logiciel incite fortement à faire tel ou tel choix. Et donc du coup, c'est pas forcément bien volontaire de la part de l'utilisateur et si on n'y réfléchit pas, en fait, on ne se rend pas forcément compte des conséquences que ça peut avoir. Il faudra avoir le temps de tester les différentes solutions et de vérifier lesquelles sont les plus pertinentes. Quand on parlait tout à l'heure de validation d'un calcul sur un ouvrage réel, en fait, c'est un peu difficile. Donc, la seule solution, c'est, comme disait Fad tout à l'heure, de faire parler le modèle, de faire varier les paramètres et voir si on reste dans une gamme de solutions qui sont acceptables. Et l'avantage aussi, c'est que parfois, ça permet d'identifier des paramètres dont on ne sait pas précisément déterminer la valeur, mais on se rend compte qu'en fait, c'est pas grave parce que ça ne joue pas sur la solution, enfin sur la partie de la solution qui nous intéresse. Voilà. Cela dit, donc, il y a des choix comme ça qu'on fait. Par exemple, le plus souvent, le plus souvent actuellement, on fait encore des calculs avec un comportement instantané. Mais c'est sûr que il y a des situations où il faudrait prendre en compte des effets différés. Et il y a plusieurs façons de le faire. C'est plus ou moins détaillé dans la doc des logiciels. Et les conséquences des choix qu'on fait en termes de modélisation, c'est pas forcément non plus écrit en gros, quoi. Voilà. Il y a moyen de faire des choses qui ont l'air sophistiquées et puis qui en fait sont pas très légitimes, on va dire, pas très sérieuses. Une autre chose qu'on peut indiquer tout de suite aussi, c'est qu'on peut rajouter dans le modèle des choses qui ne sont pas dans la réalité physique, mais qui vont nous arranger pour dépouiller les résultats, par exemple. Juste un exemple simple, c'est ça. C'est assez souvent qu'on ajoute des poutres fictives avec une rigidité arbitraire réduite, qui ne vont pas participer à la réponse mécanique du modèle, mais qui vont nous permettre de récupérer facilement les efforts qui nous intéressent. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on fait au moment de construire son modèle et qui sont plus ou moins légitimes, plus ou moins astucieuses. Et puis donc les choix qu'on fait à ce moment-là dépendent de ce qu'on veut calculer, c'est ce que je disais au départ. Ensuite, il faut se mettre d'accord sur le type d'analyse qu'on veut conduire. Alors, les éléments finis ou les différences finies, il faut voir que c'est des outils qui résolvent des équations de dérivées partielles. Et donc, il y a des situations où en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, je veux dire, les équations de dérivées partielles, c'est bien sympa, à condition qu'on s'intéresse à des grandeurs un petit peu continues, continue presque partout au moins, sinon on va être embêté. Voilà. Ensuite, il faut préciser quelles équations on résout. Alors, ça, je vous disais tout à l'heure que j'allais être un peu pénible, mais du point de vue du logiciel, à un moment, on spécifie l'équation qu'on résout, c'est sûr.
Donc on fait souvent de la mécanique des milieux continus, éventuellement avec des poutres, donc ça serait des milieux continus 1D, 2D ou 3D. Mais on peut aussi traiter des problèmes d'hydraulique ou de thermique, et puis on peut s'intéresser à l'interaction entre les effets hydrauliques et les effets mécaniques, par exemple. Donc ça, on en parle dans le guide. On néglige généralement les variations de température, enfin, dans ma pratique en tout cas. C'est rare que je sois préoccupé par les aspects de température. Alors en fait, il y a quand même plein de situations où on peut se poser la question. Pour un chantier qui dure des mois, comme les gares du Grand Paris Express, clairement, il faisait 10 ou 20 degrés de moins en janvier qu'en juillet, c'est comme ça. Est-ce que j'ai raison de négliger cet effet-là? Dans quelles conditions c'est utile de faire un effort de plus? Et si je fais un effort de plus pour mettre la thermique dans mon problème de mécanique, est-ce que je vais savoir trouver des paramètres pertinents? Parce que si je rajoute des paramètres que je suis obligé d'inventer, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment fait un modèle meilleur. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut... des questions qu'on peut se poser. Il faut avoir une bonne raison, évidemment, de se dire, tiens, les effets thermiques sont importants et comment je les prends en compte. Le point suivant, c'est les histoires d'hypothèses géométriques. Alors évidemment qu'un ouvrage réel est tridimensionnel, on n'y peut rien. Seulement, en pratique, c'est sûr que ça va quand même beaucoup plus vite de faire les calculs 2D. Ça, il n'y a pas photo. Hein. On est d'accord. Et donc, on peut se poser la question de savoir dans quelles conditions j'ai le droit, enfin, je ne perds pas trop, à faire un calcul 2D. Alors ça, c'est une question qui est un peu à laquelle il faut répondre au cas par cas. C'est pas, en fait, on peut même pas juste dire par catégorie d'ouvrage, parce que ça dépend ce que je veux faire. Des calculs de tunnels en 2D, c'est quand même, avec la méthode convergence confinement, c'est quand même une pratique courante et c'est raisonnable. Sauf que si je m'intéresse à l'effet du passage d'un tunnelier à la proximité d'un pieu, mettons, là j'ai peur que le calcul 2D ne me permette pas de rendre compte de l'arrivée du tunnelier au voisinage du pieu et son passage progressif. Une autre question qui est un peu spécifique à la géotechnique, parce que ce que j'ai raconté là, on pourrait l'étendre à différents domaines, c'est qu'on ne sait pas très bien où sont les limites du domaine qu'il faut prendre en compte dans le calcul. Ça, c'est quand même assez perturbant. On va être obligé de parler de conditions limites pour résoudre notre problème, sauf que les limites, je ne sais pas où elles sont. À gauche et à droite, alors on peut dire oui, il n'y a qu'à se mettre assez loin de l'ouvrage, mais quand on fait le calcul, et notamment en 3D, il faut se méfier de ce genre de raisonnement, parce qu'on se retrouve assez vite avec des modèles monstrueux. Et puis en profondeur, il y a des effets classiques bien connus de gags qu'on peut produire en fonction de la profondeur de sol qu'on met dans le maillage. Donc ces effets-là sont plus ou moins marqués en fonction des calculs qu'on réalise, selon qu'on fait de la mécanique ou de l'hydraulique, et puis des chargements qu'on prend en compte. Ça dépend évidemment aussi des paramètres de sol. Donc on discute un peu de ça dans le chapitre en question. On rappelle aussi des choses sur le choix de la discrétisation. Je pense personnellement, et on est presque tous d'accord, qu'on a intérêt à utiliser des éléments avec une interpolation élevée, c'est-à-dire au moins quadratique. Sauf que, il y a des codes qui tendent à proposer des éléments plus simples que ça, et d'autres qui tendent à proposer des éléments plus compliqués que ça. Donc c'est un compromis, on va dire, intermédiaire entre les deux. Une chose aussi à laquelle on n'est pas forcément sensible, c'est qu'on peut se fabriquer des ennuis numériques juste avec un maillage qui est mal fichu. Et donc, mes mogs, ils commencent à être un peu vieux dans la discipline. Je me suis encore fait avoir il n'y a pas longtemps, où j'ai cru que je pouvais impunément rajouter des éléments un peu pointus dans le maillage. Et donc, c'est là que j'ai eu des ennuis de convergence. Donc voilà, ça, c'est des choses... faut le savoir, c'est la règle du jeu, mais quand ça vous arrive, vous dites « mince, j'aurais dû relire le chapitre 1 ». Voilà. Ensuite, les histoires d'état initial des contraintes. Alors, dès qu'on a un modèle non linéaire, enfin en plasticité, l'état initial des contraintes a évidemment une influence directe sur les résultats. Alors, c'est lié au fait que le domaine élastique initial, en fait, on va en sortir presque systématiquement à cause du chargement qu'on applique. Donc, du coup, on va franchir la frontière, il faut savoir où elle se trouve. Et l'inconvénient, bien sûr, c'est qu'on ne sait pas mesurer des contraintes, et donc on ne sait pas caractériser vraiment proprement les contraintes initiales dans le sol. Du coup, vous allez à nouveau avoir des choix à faire qui sont plus ou moins astucieux et plus ou moins compliqués. Alors d'habitude, on dit, il y a deux grandes familles de choses, je vais initialiser les contraintes géostatiques par exemple, ou alors je vais brancher la gravité sur mon modèle.
Et puis en fait, on s'aperçoit qu'on peut être amené à traiter des trucs un peu plus baroques, par exemple quand on a des nappes superposées. Vous me direz, elles n'ont pas le droit, mais enfin elles le font quand même. Et donc ça donne lieu à des initialisations de contraintes qui peuvent être assez tordues et pas forcément très faciles à mettre dans votre calcul. Un autre effet important, alors qu'on rappelle évidemment, hein, il y a un très grand nombre d'ouvrages pour lesquels on a des phases de construction successives, et si vous ne prenez pas en compte le phasage correctement, vous avez des résultats qui sont très mauvais. Donc en particulier, si vous vous intéressez aux efforts dans les armatures d'un mur en terre armée, la façon dont vous modélisez la construction du mur a une influence décisive, cruciale sur les efforts dans les armatures. Il n'y a pas moyen, on ne peut pas y couper. C'est pareil, les calculs de tunnels, c'est profondément un processus phasé de construction. Les excavations profondes, en général, on ajoute des appuis, des tirants ou des butons en cours de creusement, et il faut prendre en compte cette succession d'étapes, sinon les résultats sont complètement ridicules en fait. On est vraiment très très loin de la réalité, donc on n'y coupe pas, il faut faire l'effort de réfléchir à son phasage. Par contre, c'est pas complètement évident parce qu'on ne va pas non plus modéliser le remblaiement 10 cm par 10 cm, il faut réfléchir un tout petit peu. Voilà, et ça dépend aussi de ce que vous voulez calculer. Ça, c'est une chose qu'on peut garder en tête de manière systématique. Le dernier point, c'est l'aspect modélisation des structures. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a l'aspect comment je modélise la structure elle-même. Donc, en gros, est-ce que je mets des éléments qui vont avoir une géométrie, un vrai volume, ou des éléments qui n'ont pas d'épaisseur. Les conséquences de ces choix-là, c'est pas toujours complètement évident. Et puis une fois qu'on s'est mis d'accord sur la structure elle-même, il y a comment je décris l'interaction avec le sol qui l'entoure. Et donc il y a tout un bestiaire, on va dire, de modèles. Il y a même des modèles que j'ai appelés alternatifs, là, qui sont un peu compliqués, où je ne décris pas explicitement l'interaction, ou en tout cas où la structure est indépendante du maillage, des choses comme ça. Ce qu'il y a à voir, c'est que les logiciels, alors pour le coup, proposent des choses peut-être plus variées que sur d'autres aspects de la modélisation. Ça apparaît pas forcément, hein, mais en fait c'est des choses qui marchent différemment, parce que je vous disais tout à l'heure, le calcul qui est dessous est différent. Ça rend pas la comparaison directe très facile entre les solutions, et à mon avis c'est une source de différence entre des modèles qui sont faits avec le même logiciel, qui est vraiment considérable. Éventuellement, on peut avoir des différences plus importantes que celles qui viennent directement des modèles de comportement de sol. Il faut se méfier des phrases générales comme ça, mais ça peut arriver, disons, parce que les paramètres de sol et les modèles de sol, au bout d'un moment, les gens finissent par maîtriser à peu près les gammes de valeurs raisonnables pour leurs problèmes, on va dire, ce qui fait qu'ils ne sortent pas complètement du cadre. Avec des modèles d'interaction et des modèles de structure, on peut avoir des trucs... Enfin voilà, il y a une attention, une vigilance particulière à avoir sur ce sujet. Voilà. Bon, donc conclusion de ce petit chapitre, c'est qu'avant de commencer à faire son modèle, on va avoir un certain nombre de choix à faire, de manière plus ou moins automatique. Et pour certains, l'influence des choix qu'on fait n'est pas facile à anticiper. Voilà, les méthodes numériques vont permettre de faire des choses très compliquées, mais ce n'est pas forcément une bonne idée en fait. J'aurais plutôt tendance à recommander de commencer par faire un truc simple, et puis une fois que ça marche à peu près, que ça donne des choses raisonnables, compliquer progressivement. Et les outils maintenant permettent en fait ce genre de démarche, et donc c'est sans doute ça qu'il faut recommander. Je l'ai dit 3 fois, donc je le répète en conclusion, il faut garder en tête ce qu'on veut calculer, parce qu'il y a des choses sur lesquelles c'est pas la peine de pinailler, ça n'aura pas d'influence, en tout cas une petite étude paramétrique montre que bon, c'est pas là-dessus qu'il faut se battre. On a les moyens de faire des études de sensibilité. C'est pareil, il faut le dire vite, hein, quand on a un gros modèle 3D, on a les moyens, mais on n'a pas forcément le temps. Enfin, en tout cas, on peut le faire, et dans un certain nombre de situations, c'est sans doute un bon réflexe de tester un peu ce que le modèle est en train de calculer. C'est toujours dans le souci de validation. On a du mal à avoir une vraie validation complète, objective, voilà. La seule façon de faire, c'est de vérifier que si je bouge un peu le bouton, ça ne part pas dans le décor complètement. Ce qui peut être instructif, mais voilà, c'est pas forcément très sécurisant. Voilà, et le dernier point, c'est une recommandation qu'on ne fera jamais assez, c'est de regarder attentivement les résultats. Parce qu'en fait, souvent, il y a un truc qui est louche, qui cloche, et puis les gens ne regardent pas le résultat, alors que s'ils avaient regardé, ça leur aurait sauté aux yeux qu'il y avait une erreur dans le modèle.
c'est pas forcément dramatique. Si on regarde, on voit à quel endroit il y a un problème. Mais si on ne regarde pas, évidemment, on peut passer à côté et donc s'appuyer sur des résultats qui sont complètement bidons. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vais laisser la parole à Jean-Michel. Bonjour à tous. Alors vous voyez avec le titre que j'ai hérité du chapitre le plus sexy à présenter. Donc on va voir si je m'en sors à peu près. Donc j'ai quand même fait le choix alors il n'y aura pas d'équation, vous allez voir, il y a surtout des schémas et quelques conseils. Mais pour un peu détendre, je commence par désacraliser la question des lois de comportement ou de la modélisation. Ça, je paraphrase en fait ce que Fad a déjà dit et puis Emmanuel aussi. Tout modèle et les lois de comportement en particulier, c'est une simplification de la réalité. Donc, bon, là c'est un peu extrême, mais on peut dire que c'est un mensonge qui essaye de raconter la vérité. Donc on va voir où est-ce qu'on va avec ça. Alors de quoi je vais parler? Bon, déjà des définitions. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par loi de comportement? Et puis, relier ça à ce qu'on a vraiment besoin par rapport à ce qu'on veut calculer. Ça rejoint ce sur quoi, ce qu'Emmanuel a mis en conclusion, mais qu'il avait répété 3 fois avant, sur qu'est-ce qu'on veut. C'est quand même la question la plus importante. Et puis, je vais donner quelques exemples. Alors, pas toutes les lois de comportement qui ont été traitées dans le chapitre. Je vais donner simplement quelques exemples. Et puis des conclusions qui vont tourner autour de la question du choix par rapport à la modélisation qui nous intéresse. Alors, de quoi on parle et la définition. Donc, d'un point de vue strict, la loi de comportement, c'est la relation, alors souvent incrémentale, je vais revenir là-dessus plus tard, mais donc une relation mathématique entre les contraintes et les déformations. Si on prend un peu de recul, vous connaissez tous, vous avez vu même dès le lycée des lois de comportement, la plus simple que vous connaissez, sans qu'on vous ait forcément dit que ça s'appelait une loi de comportement, c'est f égale kx, l'élongation du ressort, vous appliquez un effort, et puis vous avez l'élongation du ressort. Vous voyez qu'on relie des contraintes à des déformations, et comment on fait ça? On est obligé d'introduire des paramètres. Les paramètres, c'est ce qui, si vous avez besoin de faire un essai, mais c'est ce qui fait la caractéristique intrinsèque, l'apport que le modélisateur doit mettre dans le modèle. Et puis ça nécessite des essais de laboratoire. Donc dans le cas de la raideur, c'est relativement simple. On voit comment on va mesurer ça. Plus on rajoute de la complexité, plus on va avoir besoin d'essais de laboratoire, souvent qui sont complexes. Parfois avec des paramètres qui peuvent même aller jusqu'à ne plus avoir trop de sens physique. En général, on essaye d'éviter, mais ça peut arriver. Voilà, donc ça, c'est la définition mécanique, on va dire. Si on spécialise en géotechnique ou mécanique des sols, la relation qui nous intéresse, c'est entre les contraintes effectives et les déformations. Je laisse de côté la partie contrainte totale ou comportement non drainé. Fabrice Eymerion parlera un peu tout à l'heure. On a choisi dans le chapitre 2 de laisser ça complètement de côté. Mais voilà, retenez que ce qui nous intéresse, c'est la relation entre contraintes effectives et déformation. Alors, un point, parce qu'on parle de modèles, souvent les lois de comportement disent que c'est des modèles aussi. Formellement, la loi de comportement, elle est au niveau du point matériel, donc c'est du comportement du matériau. Il n'y a pas d'effet d'échelle ou de structure au sens où ça couvre une échelle d'espace. On est vraiment au niveau du point matériel, dans la forme la plus stricte, on va dire, on est vraiment sur un point. Il n'y a pas de dimension associée à ce comportement-là, dans la limite où on a un comportement continu, hein, comme disait Emmanuel tout à l'heure. Et puis donc ces lois, elles sont souvent pas si simples, comme on va le voir tout à l'heure, avec beaucoup de non-linéarité notamment. C'est pour ça qu'elles sont définies de façon incrémentale. Et pour obtenir le comportement à l'échelle de l'ouvrage qui nous intéresse, on a besoin de les intégrer. Cette intégration, elle est faite numériquement.
Et dans les codes aux éléments finis, elle est faite à l'intérieur des éléments, et au niveau de quelque chose qui s'appelle le point de Gauss, si on est en train d'utiliser la méthode des éléments finis. Alors, pour savoir vers quel type de loi on va s'orienter, on a besoin de réfléchir à ce qu'on veut vraiment modéliser. Donc, on a l'objectif en termes d'ingénierie, de tassement différentiel, résistance, capacité portante, ce qu'on veut. Il va falloir traduire ça en termes de phénomènes un peu plus physiques, un peu plus matériaux, qu'on a envie de prendre en compte pour arriver à la grandeur qu'on veut déterminer ou modéliser à l'échelle de la structure. Et il y a quelques grandes classes de comportement sur lesquelles il va falloir se prononcer pour choisir la loi de comportement qui nous intéresse. Alors, de façon très courante, le choix il va souvent se porter entre l'élasticité ou l'élastoplasticité. C'est ce cadre-là qui va nous intéresser par la suite. Mais il y a évidemment d'autres questions à se poser. Si le comportement cyclique nous intéresse, les effets du temps, alors encore une fois, j'enlève la partie écoulement de l'eau dans les effets du temps, donc pas les histoires de consolidation, mais vraiment les questions de viscosité, fluage, relaxation, enfin tout ce qui est lié à la partie visqueuse du comportement. Si on regarde un peu d'autres classes de matériaux, par exemple les bétons, il y a les questions d'endommagement avec la fissuration, par exemple. Et puis les questions un peu plus exotiques, on va dire, moins usuelles, sur l'influence de la non-saturation, si on regarde les sols non saturés, et les couplages avec la température. Alors, plus complexe, là ce que j'avais dans ce point-là, c'est plus complexe que ce que Emmanuel disait tout à l'heure. C'est vraiment l'influence de la température sur la loi de comportement elle-même, sur le comportement du matériau. Tout ça, on a... Alors, dans le chapitre, on a gardé que la partie soulignée. Donc vous voyez qu'on a enlevé beaucoup de morceaux. Mais voilà, les questions doivent se poser au moment des choix de modélisation. Alors, vous n'allez pas voir d'invariant ici. Hein. Il y en a dans le chapitre. Je n'ai pas mis les équations, mais je fais quand même quelques points pour qu'on se mette d'accord sur des concepts de base, mais qu'on ait les mêmes questions qui sont derrière. Et la chose la plus importante concerne l'élasticité et sa définition. L'élasticité, ça n'a rien à voir avec la linéarité. L'élasticité, c'est une question de réversibilité, et la définition, elle est plus stricte que ce qu'on peut imaginer en termes de déformation. En vrai, elle concerne la réversibilité d'un point de vue énergétique. Donc c'est plus que simplement récupérer les déformations. Si vous faites une boucle de charge-décharge, il faut que l'aller et le retour passent sur le même chemin, sinon vous n'êtes pas réversible en termes d'énergie. Voilà, donc, donc une fois qu'on a dit qu'on avait un comportement élastique, on n'a pas encore dit si le comportement était linéaire ou non linéaire. Donc si on dépasse, alors je peux revenir à mon histoire du ressort, hein, vous avez tous tiré sur un ressort. Si vous prenez les ressorts qui sont assez mous, là, très fins, vous tirez dessus, vous avez mis de l'énergie dans le ressort, vous lâchez, il vous la rend. C'est ça la réversibilité. Et si vous tirez un peu plus fort, vous avez dû tous déjà voir que les spires, elles ne retrouvent pas leur position initiale, et donc vous avez plastifié votre matériau. Et donc il y a un moment donné, quand on va trop loin, on a besoin de prendre en compte l'irréversibilité, et c'est là qu'on va rentrer dans les questions de plasticité et avoir besoin de lois de comportement qui traitent de ces questions-là. Ça, c'est une étape intermédiaire. L'étape au-delà, l'étape ultime, on va dire, ça va concerner la rupture au sens du matériau, dans ce chapitre-là, pas au sens de la structure elle-même, il n'y a pas d'effet de structure. Et donc, ça concerne les états ultimes du matériau. C'est un moment où on peut éventuellement perdre le contrôle. Si vous imaginez chargement triaxial, par exemple, que vous chargez en contrainte ou en force, il y a un moment donné, si vous voulez rajouter un peu de force, et le matériau il ne peut plus, et donc vous perdez le contrôle sur les déformations, elles ne sont plus incrémentales, et vous arrivez à la rupture de votre matériau. Et donc, voilà, ce concept-là, il est rattaché aux critères de rupture qu'on connaît tous, notamment de type Moore-Coulomb. Et je reviendrai dessus par la suite. Alors,
ceci étant dit, donc je vais rentrer, alors pas beaucoup dans le détail, mais dans les éléments qui constituent les lois de comportement. Alors dans un cadre élastoplastique, je rappelle, il y a donc 4 éléments principaux. Le premier qui est commun à tous les modèles de comportement, c'est la partie élastique. Donc on va avoir besoin de choisir si on a envie de travailler avec une élasticité linéaire ou non linéaire. Le deuxième ingrédient, il va nous permettre de savoir à partir de quel moment la partie élastique du comportement est terminée et qu'il faut prendre en compte la plasticité. C'est défini par un ingrédient qui s'appelle la surface de charge. Et d'un point de vue mathématique, ça va nous permettre de définir ce fameux critère qui va nous dire si on est élastique ou si on dépasse ce comportement réversible et qu'on a besoin de calculer de la plasticité. Une fois qu'on est arrivé, ce critère est positif, donc qu'on plastifie le matériau, on a besoin de déterminer comment le matériau va plastifier, comment on génère ou on calcule les déformations plastiques. Ça va passer par ce qu'on appelle une règle d'écoulement et un potentiel plastique. Et puis, si la plasticité a une conséquence sur le comportement, et notamment la taille du domaine élastique, on a besoin d'introduire quelque chose qui s'appelle la loi d'écrouissage, et qui nous dit comment le domaine élastique évolue avec les déformations plastiques. Donc, à partir de là, je vais dérouler ces fameux ingrédients. Donc, en commençant par l'élasticité, alors je ne vais pas m'appesantir dessus. L'élasticité linéaire, on la connaît tous. Vous savez qu'elle fait intervenir 2 paramètres. C'est intéressant de mettre un commentaire sur la question de la non-linéarité. La non-linéarité, ça veut simplement dire, si on regarde d'un point de vue formel mathématique, ça veut dire que les modules, ils vont dépendre de l'état de contrainte ou de l'état de l'état de déformation. Vous avez tous, prenez l'histoire du paquet de café, hein, quand il est sous vide, vous avez la pression atmosphérique qui est en train d'appuyer dessus, vous avez une certaine rigidité de votre assemblage de grains, c'est comme si c'était du sable. On appuie dessus, il est rigide. Si quand vous percez le paquet de café, vous relâchez un peu de contrainte de confinement, le paquet il est moins rigide. Donc vous avez directement un lien entre le module de votre matériau granulaire ici et la contrainte que vous êtes en train d'appliquer dessus. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les lois élastiques et qui permet de rendre compte de la rigidité qui augmente avec la profondeur dans une même couche, parce que la contrainte moyenne a tendance à augmenter. Donc ça, c'est la partie non linéaire qu'on connaît souvent. Il y a une autre partie qui est intéressante et qui est illustrée par le schéma qui est ici, c'est la dépendance des modules élastiques vis-à-vis du niveau de déformation. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que, alors d'une part, ça met en avant ce qu'on appelle une dégradation des modules. Ça veut dire que les modules, si on les mesure, si on est capable de les mesurer à très petite déformation, on a l'impression, on va mesurer quelque chose d'élevé. Et si on les mesure plus loin, à des déformations plus grandes, on va avoir tendance à mesurer des modules de déformation qui sont beaucoup plus faibles. Les ordres de grandeur de différence entre petite déformation et grande déformation, c'est grand. Ça peut atteindre 5, 10 comme ratio, donc des variations qui sont vraiment importantes. Là où ça nous interpelle par rapport à ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir un écart entre les modules qu'on a obtenus au laboratoire, par exemple, en termes de gamme de déformation qui a permis de mesurer le module, et donc on va les injecter dans nos lois de comportement, mais en fait c'est pour mesurer des déformations sur un site qui n'auront rien à voir en termes d'ordre de grandeur. Donc il y a une question importante à prendre en compte là-dessus. Voilà, donc c'est un point de vigilance. Alors, une fois qu'on a fini cette partie élastique, enfin qu'on l'a définie, des fois ça peut nous suffire, hein, je réinsiste là-dessus, il y a un des tableaux que Fad a montré, on peut se contenter de l'élasticité dans certaines applications. Si on sait d'avance ou si on se rend compte que le niveau de déformation ou d'effort qui nous intéresse va dépasser la limite élastique, on a besoin d'introduire la plasticité et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un ingrédient qui va nous intéresser, c'est la surface de charge. C'est simplement une surface qui est définie dans l'espace des contraintes. Alors on se débrouille mathématiquement pour dire que l'équation de cette surface-là, elle correspond à une certaine combinaison des contraintes qu'on va appeler F, et quand F égale 0, on est sur la surface qui nous intéresse.
si on recalcule la même fonction et qu'on regarde la valeur que ça nous donne, si ça nous donne une valeur négative, donc ça veut dire qu'on a, là où on est en train de calculer la fonction pour le point de contrainte qui nous intéresse, on a une valeur négative, on est dans le domaine élastique, et puis inversement. Si la fonction nous donne une valeur positive, on est dans un domaine qu'on dit plastique, mais c'est un domaine qui est interdit pour l'évolution du point de contrainte. Voilà, donc dans le schéma que j'ai mis ici, qui est complètement conceptuel, on peut se balader, on peut avoir un chemin de contrainte qui se balade à l'intérieur de la surface de charge qui est représentée en rouge. Tant qu'on est à l'intérieur, on fait notre calcul élastique. Et quand on arrive sur la limite, on a des questions à se poser, notamment pour calculer les déformations plastiques. Je vais revenir dessus juste après. Alors, une petite pause en attendant. Bon, ça, vous reconnaissez tous. Alors, c'est le critère de rupture de Mohr-Coulomb qui peut nous servir de surface de charge si on a un modèle élastoplastique parfait. Ça va coïncider. J'en profite, alors c'était pour avoir une animation en 3D, mais j'en profite pour vous donner, alors notez le lien qui est au-dessus si ça vous intéresse. Il y a plusieurs animations comme ça, il y a quelques graphes avec des surfaces 3D et des fonctions animées où vous pouvez jouer avec les slides, des curseurs et puis les paramètres. C'est assez intéressant pour visualiser les invariants de contrainte aussi, l'influence de l'angle de Lode et tout ça. Donc je vous invite fortement à aller vous amuser sur ce site-là pour jouer avec les lois de comportement usuelles en mécanique des sols. Voilà, donc sur ce cône-là de Mohr-Coulomb que vous connaissez tous, hein, si on est à l'intérieur, on a un comportement élastique, et quand on touche la frontière, on atteint la plasticité et la limite de rupture éventuellement s'il n'y a pas d'écrouissage. Donc une fois qu'on est sur la surface, on a besoin de définir comment l'incrément de déformation va être calculé. Donc on a besoin de deux choses. C'est l'orientation de l'incrément de déformation et puis sa norme, la norme du vecteur, pour avoir la quantité de déformation plastique qui est générée. Donc l'orientation, elle va être définie par un autre ingrédient qui s'appelle le potentiel plastique, et on va dire que c'est une autre fonction qui va être définie au point qui nous intéresse, le point vert sur la figure, et on va dire que l'incrément de déformation, il est orthogonal à ce potentiel. C'est pour ça que ça s'appelle potentiel. On dit que la déformation plastique dérive du potentiel qu'on a défini. Le cas le plus simple et le plus basique, c'est de dire que la fonction G, le potentiel, est égal à la surface de charge, et on parle de comportement de loi d'écoulement associé. Et si les deux sont différents, ils sont non associés. Alors autant dire que pour les sols, la plupart du temps, on est obligé d'avoir des lois de comportement qui sont non associées. Ça rajoute des paramètres à identifier. Dernier élément, dernier ingrédient, ça concerne l'écrouissage. Donc si on sort du cadre idéal de la plasticité parfaite, donc ça veut dire qu'on touche la surface de charge et elle ne bouge plus. Donc en sortant de ce cadre-là, ça veut dire qu'une fois qu'on a touché la surface de charge, la génération des déformations plastiques va faire agrandir ou diminuer le domaine élastique. On va parler d'écrouissage. Il y a deux grandes familles. La famille la plus classique et la plus utilisée, c'est l'écrouissage isotrope. Donc on a une surface de charge qui a une certaine taille, on plastifie, et l'écrouissage isotrope dit simplement que le domaine élastique va avoir une taille plus grande. Donc ça, c'est... bon, ça suffit. Donc on agrandit la surface de charge. Alors, l'inconvénient, vous voyez que si on est sur le point sigma, qu'on rajoute un incrément de contrainte, on a agrandi la surface de charge là où on était, c'est assez logique. Le matériau, il a une mémoire du chargement actuel, et il va se rappeler on l'a plastifié dans une certaine direction. Mais vous voyez que si vous chargez complètement de l'autre côté, vous avez aussi agrandi le domaine élastique, alors que vous n'avez pas été touché de l'autre côté. Donc, pour certains matériaux, ce n'est pas forcément très réaliste. Et notamment, si vous voulez faire de la modélisation cyclique, en général, vous avez un souci de ce côté-là. Et donc, la solution, c'est d'utiliser un écrouissage cinématique. Vous voyez que sur le graphique d'à côté, si vous avez augmenté la limite élastique d'un côté, vous la perdez de l'autre côté par translation de la surface de charge. L'exemple le plus simple
Et le plus basique de cet écrouissage, alors peu importe si c'est isotrope ou cinématique, mais c'est ce que vous observez quand vous faites une compression odométrique. Vous partez du point A, vous avez un comportement élastique, vous arrivez au point B, vous atteignez la limite élastique du matériau, vous continuez à charger et vous déplacez au fur et à mesure que vous chargez la limite élastique, et en déchargeant, vous avez une mémoire de la limite élastique que vous avez imposée à votre matériau. Donc on est vraiment sur ces questions d'écrouissage. Voilà, donc je vais vous donner quelques exemples de lois de comportement qui sont détaillées dans... Je vais rester simplement avec des figures, mais vous avez les équations qui sont détaillées dans le chapitre. Donc l'exemple, alors au-delà de l'élasticité linéaire, l'exemple le plus simple, c'est l'élastoplasticité parfaite, donc ça veut dire pas d'écrouissage avec un critère de Moore-Coulomb. Vous avez une représentation ici dans l'espace, alors c'est P', donc contrainte moyenne, Q, déviateur des contraintes, et par-dessus on a mis les variables associées en termes de déformation, donc déformation volumique et déformation de cisaillement. Vous retrouvez ici le cône qu'on voyait tout à l'heure en 3D avec la limite rouge, et vous voyez que quand on charge, une fois qu'on atteint la limite élastique, on peut calculer les déformations, l'incrément des déformations plastiques en utilisant non pas la surface rouge, mais le potentiel plastique qui, lui, est dépendant de l'angle de dilatance qu'on définit à côté, qui n'est pas forcément égal à phi si on est non associé, pour avoir l'incrément de déformation plastique. Alors, ça se lance. Donc, en termes de représentation de la réponse que ce genre de modèle nous donne, vous avez une illustration ici, avec les points qui vous donnent un comportement réel. C'est pour du sable d'Austin. Enfin, vous avez la référence ici. Et vous voyez que y a les inconvénients qui vont avec la simplicité du modèle, c'est qu'on n'est pas capable de modéliser la transition relativement douce entre une partie plutôt élastique et la rupture. Et donc c'est là qu'on voit qu'on a besoin d'introduire quelque chose d'autre, qui est l'écrouissage. Et ça se fait notamment... Alors, pour le modèle Cam-Clay, qui est le modèle le plus simple, on va dire, avec de l'écrouissage, vous avez une représentation ici, donc la surface de charge, qui est l'ellipse, qui va nous permettre de modéliser des déformations plastiques à la fois contractantes ou dilatantes, selon qu'on touche du côté orienté vers la droite ou du côté orienté vers la gauche, pour les déformations plastiques. Donc c'est un modèle qui permet de rendre compte à la fois de contractance et de dilatance, avec tous les défauts qui sont associés à ça, mais d'un point de vue de la compréhension, c'est relativement illustratif, on va dire. Et puis le modèle quand même assez généralisé quand on a besoin de prendre en compte de l'écrouissage, c'est le modèle Hardening Soil, donc qui est emblématique d'un logiciel commercial, mais qui est introduit dans beaucoup d'autres logiciels maintenant. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'en parler. Donc la spécificité par rapport au modèle élastoplastique parfait avec critère de Moore-Coulomb, il y en a deux. Il y a d'une part la surface de charge qui va avoir tendance à s'écrouir avec le cisaillement, mais aussi l'introduction d'une fermeture. Donc on n'a pas un cône complètement ouvert, mais on a une fermeture avec ce qu'on appelle un cap modèle, un chapeau qui vient fermer le cône pour pouvoir modéliser la consolidation isotrope et à peu près odométrique, on va dire, du matériau. Voilà, pour ces questions-là, bon, j'avais mis ça. Donc, toutes ces figures, elles ont été préparées par Benoît Virolet, que je remercie, qui a fait des figures alors, relativement simples, on va dire, mais qui illustrent bien les choses sur ces questions de décrouissage et de surface de charge. Vous voyez ici, bon, c'est pour Hardening Soil, ce qu'il faut voir ici, c'est la différence entre les deux figures, c'est le potentiel plastique en cisaillement, qui est plutôt ici orienté donc, vers la droite pour avoir un comportement contractant, et ici plutôt pour donner des déformations volumiques qui sont plutôt dilatantes avec un potentiel plastique qui est différent. Voilà, donc en guise de conclusion,
Ça a déjà été dit, mais on ne s'était pas concerté sur les points les plus importants, mais bon, c'est cohérent avec le guide aussi. Toujours utiliser le modèle de comportement le plus simple possible. Même si on sait qu'on veut aller vers des choses plus raffinées, je conseille aussi de commencer par un modèle plus simple pour avoir d'abord les ordres de grandeur, et puis raffiner au fur et à mesure en rajoutant autant que faire se peut des paramètres qu'on connaît, qu'on maîtrise à peu près. La raison derrière ça, c'est que plus on a un modèle de comportement complexe, plus on a de paramètres à déterminer. Idéalement, on ne veut pas les déterminer au hasard. Et donc, si on veut les déterminer proprement, c'est plus coûteux en fatigue, on va dire, mais en essai de laboratoire ou en interprétation, interpolation par rapport aux essais in situ notamment, ou analyse inverse, éventuellement, si on a déjà des données sur l'ouvrage. Un point sur les paramètres, mais dans ce chapitre-là, ça n'avait pas été... Enfin, il y a quelques recommandations, mais il n'y a pas de recommandations vraiment très très précises sur l'estimation des paramètres. Mais donc, ça a été souligné par Fad dans l'introduction de toute façon. Dans l'idéal, c'est basé sur les essais de laboratoire. En général, avec tous les inconvénients que ça peut avoir sur la représentativité des éprouvettes qu'on peut récupérer. Donc c'est le cas idéal, mais en pratique, on est obligé de passer par des corrélations qu'on a par rapport aux essais in situ notamment. Voilà, et je termine par une autre citation qui est plus positive que la première. Tout est faux dans les modèles, mais parfois c'est quand même utile. Voilà, je vous remercie pour votre attention.